La BCE qui vient donc de ressortir son bazooka monétaire. Il y avait besoin au vu de ce début de tension sur les marchés obligataires et de taux souverains. Bonjour Christian. Christian Parizeau. Est-ce que vous êtes là avec nous, Christian Parizeau? On attend, alors par téléphone, Christian Parizeau, le chef économiste de Aurel BGC. Oui, Bonjour Christian. bonjour, Vous allez bien? ça va, merci. Merci d'être là avec nous, donc chef économiste chez Aurel BGC. On s'y attendait pas, on l'espérait, mais on s'y attendait pas. Il y a eu cette news qui est tombée à 22 heures et quelques, comme quoi hier soir, le Conseil des gouverneurs se réunissait en urgence de la BCE. Résultat, la Banque centrale mobilise 750 milliards d'euros pour acheter des actifs, un programme baptisé PEP, Programme d'achat d'urgence pandémique. D'abord, on explique ce que c'est. C'est une espèce de nouveau QE, rachat d'actifs massif, 750 milliards d'euros. Elle sort les gros moyens. Comment il va fonctionner ce programme? Après, on dira Bon, ce qu'on en pense. oui, c'est assez classique, hein. Elle a déjà fait, c'est juste la taille qui est impressionnante, mais sur le fond, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne va acheter directement sur les marchés obligataires en secondaire, hein, pas lors de l'émission, mais en secondaire, va acheter des obligations émises par les États. L'idée derrière ça est relativement simple, hein. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir un mouvement assez inquiétant qui était que les investisseurs commençaient à délaisser les dettes d'État par peur d'émissions monstrueuses de la part des États pour financer toutes les mesures mises en place pour essayer de stabiliser l'économie. Ouais, avec des taux, encore une fois, des hausses de taux souverains, mais hyper impressionnants. Sur l'Italie, je ne sais plus, on a pris quasiment 200 points de base. Sur la dette française à 10 ans, 60-70 points de base. C'est colossal en quelques jours. Oui, ça a été amplifié en plus par une petite erreur de communication de Madame Lagarde. J'en parlais hier avec Jean-Claude Trichet. Ouais. Voilà, qui a dit que la BCE n'était pas là pour veiller au spread. Bon, depuis, elle essaye de corriger, mais vous savez, les marchés, lorsqu'il y a une perte de confiance, c'est très difficile de rassurer. Là, le message envoyé de la BCE, c'est d'une part, vous inquiétez pas, on fera tout ce qui est nécessaire pour que le financement des États se déroule bien, quitte, alors ça revient implicitement à ça, à monétiser la dette. C'est-à-dire que globalement, c'est la BCE qui prête aux États. Alors, elle n'a pas le droit, au niveau de ses statuts, d'aller directement, les États n'ont pas le droit d'emprunter directement auprès de la BCE, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que la BCE dit aux investisseurs, si vous achetez la dette, derrière, moi je suis là pour vous la racheter derrière auprès de vous. Donc, globalement, elle envoie un message. Les États n'auront pas de problème de financement, hein. Peut-être passer un peu plus inaperçu, hein, mais ce matin, c'est le même message qu'a envoyé la Banque centrale d'Australie, qui donne même un objectif de taux d'intérêt. Elle dit, voilà, maintenant, on achètera autant que nécessaire de la dette jusqu'aux 3 ans, de la dette d'État jusqu'aux 3 ans, pour le maintenir à 0,25. Donc là, c'est la même idée, hein. C'est-à-dire que les banques centrales nous disent, on va accompagner le financement des besoins des États. Il n'y aura pas de remontée des taux d'intérêt et finalement on monétise finalement en partie cette Donc elle a sorti les grands moyens. Nécessaire. Elle a sorti les grands moyens. Là, il y a plus de sujet là-dessus. Puis elle en rajoute une couche sur Twitter, Christine Lagarde. Il fallait vraiment corriger l'erreur de communication la semaine dernière. Aucune limite à notre engagement en faveur de l'euro. C'est ça que les marchés de taux avaient envie d'entendre. Oui, c'est clairement ça, parce que sinon ça rendait caduque toute idée de relance ou de soutien à l'économie. Si en plus derrière vous faites remonter les taux d'intérêt, c'est encore plus mauvais, quoi. Donc c'est un message qui est fort, qui est important aussi. Un deuxième message qu'elle envoie aussi, c'est qu'ils intègrent dans leur programme de rachat la dette grecque, hein. Donc ça c'est un message aussi fort vis-à-vis de l'ensemble de la zone euro. Et puis l'autre message qu'ils font, c'est que implicitement, vous savez, il y a un gros élément, c'est qu'ils font des quotas. Ils mettent des quotas par pays en termes de rachat, mais ils disent qu'ils seront assez flexibles par rapport à ces quotas. Moi, je pense que si véritablement ça venait à échouer, ce qu'ils font là, c'est-à-dire que si même ils réussissaient pas à rassurer les marchés, l'une des armes qu'ils ont en place, hein, qu'ils peuvent eux-mêmes lever, ça serait de dire, finalement, on enlève ces quotas et on achètera autant que nécessaire la dette d'un pays si on a véritablement un écart, une prime de risque qui était plus forte sur un pays par rapport à l'autre. Donc, on est en train de créer quelque part une sorte d'eurobonds, parce qu'on nous dit que globalement, tous les pays vont pouvoir se financer, que la BCE sera là pour être prêteur en dernier ressort. Et si jamais vous mettez une prime de risque parce que vous jugez que l'Italie est beaucoup plus à risque que l'Allemagne, on n'acceptera pas que vous mettiez cette prime de risque et on achètera peut-être plus d'Italie que d'Allemagne si nécessaire. Donc on voit que derrière, on est en train de dire on financera les États et on est finalement dans un financement, dans un risque Europe, mais on n'est plus dans un risque pays face à cette crise. Donc on fait un pas de plus
finalement vers une sorte de centralisation de la dette. Alors chaque État émet séparément, si vous voulez, mais la BCE est là pour veiller qu'aujourd'hui il n'y ait pas des primes de risque excessives parce qu'il y aurait un État qui serait plus affecté ou plus fragile économiquement qu'un autre. Sur 750 milliards d'euros, encore une fois, annoncés, avec ce qui était déjà dans les tuyaux, on arrive à 1100 milliards d'euros. On se dit que c'est vraiment colossal parce que les chiffres n'ont même plus de sens. C'est 5, 6%, 7% du PIB de la zone euro. C'est vraiment le gros bazooka monétaire qui est ressorti. Bah oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une banque centrale a une capacité d'intervention illimitée, mais ça ne veut pas dire qu'elle a une capacité d'intervention illimitée. Elle a une capacité aujourd'hui d'action, d'apport de liquidité qui est illimitée. Mais je vais vous dire, je peux vous apporter la liquidité, mais je vous redonnerai pas forcément confiance dans le système. C'est là où est la limite. Vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BCE peut veiller que les banques, ça soit intéressant pour elles de prêter aux entreprises. Elle peut veiller aujourd'hui que les marchés, il y ait suffisamment de liquidité sur les marchés pour que aujourd'hui, si je fais une émission obligataire, moi, une entreprise, il y ait de la demande. Par contre, elle peut pas faire en sorte que le virus ne se transmette pas, elle peut pas faire en sorte d'éviter une faillite d'entreprise et elle peut pas faire en sorte que les banques prêtent quand même, elles prennent beaucoup de risques à prêter si elles ne désirent pas prendre de risques. Donc c'est là où est toute la limite de son action, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'intervention illimitée pour aider les États, mais derrière, c'est pas elle qui va financer l'économie, c'est pas elle qui va gérer les dépenses. Si les États font n'importe quoi avec ses ressources et que ça relance pas l'économie, c'est pas elle qui va pouvoir le faire. Donc c'est là toute la limite. Elle est limitée sur la partie financière, elle est limitée sur la partie liquidité, mais elle est finalement très limitée sur la partie réelle et sur l'action sur l'économie réelle, d'autant plus. C'est la limite de son mandat aussi après. C'est la limite de son mandat. Hein. Elle l'a largement outrepassé d'ailleurs. Hein. C'est la limite de son mandat, puis c'est la limite plus globalement de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est des mesures d'accompagnement, c'est des mesures qui évitent le pire. On a fait en quelques jours ce qu'on avait mis des mois à mettre en place en 2008, donc ça montre qu'il y a une accélération du temps, qu'on est prêt à agir vite et on connaît les choses, on sait à l'époque. Mais rappelez-vous, il y a encore un an, on disait il n'y a pas de risque de récession parce que de toute façon les banquiers centraux sont là. Les banquiers centraux nous avaient enlevé tous les risques. C'était un faux semblant finalement. On s'aperçoit qu'avec cette crise, non, les banquiers centraux ne peuvent pas enlever tous les risques. Ils enlèvent certains risques. Ils évitent que le système se grippe, le système financier. Mais quand on a un choc qui n'est pas une crise financière, qui n'est pas lié à un problème bancaire, qui n'est pas lié à un problème de régulation, qui est un choc exogène, on s'aperçoit qu'on est très démunis et qu'aujourd'hui on a sûrement des politiques monétaires qui sont encore plus démunies qu'en 2008 pour relancer l'économie réelle parce qu'on a des taux bas. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus que leur dernière arme, qui est l'arme budgétaire. Ils feront en sorte que l'arme budgétaire puisse être réalisée par ces achats de dette, par cette monétisation de la dette. C'est comme hyper important, Christian, c'est hyper important que derrière, c'est bien d'avoir des plans de relance, des plans de soutien, faut-il qu'ils soient financés. Et là, la BCE nous dit, je suis là derrière en dernier ressort. Oui, bien sûr, mais ça c'est son action et ça, on va dire que c'est positif. Hein. Ouais. Ça élimine. Maintenant, je vais vous dire, la grosse question que on réagit, tant mieux, et c'est bien qu'elle fasse son travail et ça on peut que dire que c'est bien. Maintenant, la vraie question derrière, c'est est-ce que une fois qu'on aura résolu le problème sanitaire, ce qui n'est pas encore fait, hein, mais il faut être prudent, mais une fois qu'on aura résolu ce problème, est-ce qu'on aura un rebond de l'économie très rapide ou est-ce que ça sera lent à redémarrer ou est-ce que véritablement on reste sur une économie qui ne redémarre pas, qui reste complètement atone parce qu'on a des faillites en chaîne de sociétés. Toutes les mesures qu'on met en place aujourd'hui visent à éviter finalement un scénario en L. On espère avoir un scénario plutôt en V, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on reste quand même sur beaucoup d'incertitudes parce que d'une part, le risque sanitaire n'est pas évincé, donc ce qui bloque l'économie n'est pas encore évincé et on voit qu'il y a encore des risques aujourd'hui qui peuvent apparaître et puis que derrière, on ne sait pas comment l'économie va réagir, est-ce qu'on va avoir vraiment ce rebond? Ouais. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, elle fait le job. Pour l'instant, elle fait le job et elle fait en sorte que on maximise finalement toutes les options pour permettre ce rebond. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes pour les marchés, ce qui explique pourquoi finalement on a sûrement des marchés qui réagissent beaucoup moins positivement que par le passé aux actions des banques centrales ou aux annonces des États. Justement, sur la réaction des marchés, juste Christian, on va en parler dans 2 secondes. Juste pour clore sur les modalités pratiques. Donc, si je comprends bien que ce QE, qui est assez classique avec un montant important. Il n'y a pas de plafond, j'ai vu. Donc, elle peut acheter finalement ce qu'elle veut, autant de dettes publiques de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Grèce. Elle peut acheter il n'y a pas de plafond, donc ni de dépenses, ni de plafond dans les dépenses mensuelles. Elle peut acheter des billets de trésorerie, donc des crédits, encore une fois, des titres de dette à court terme. Elle a un choix, en dehors des actions, et encore que peut-être qu'un jour la question se posera, elle peut vraiment acheter en termes d'actifs obligataires ce qu'elle veut.
Oui, elle a aujourd'hui énormément de possibilités. Alors, elle va pas aller sur des obligations dites à yield, hein, naturellement. Vous savez, ces obligations au rendement, mais très risquées. Mais clairement, elle injecte de la liquidité sur le marché monétaire. C'est-à-dire que si derrière, son action est favorable et permet vraiment un recul assez important des taux des entreprises les mieux notées, ça aura un impact naturellement sur le reste du marché obligataire. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est efficace. Maintenant, encore une fois, même si les montants sont importants, elle ne fait pas tout le marché à elle-même. Hein. Elle peut pas être face s'il y avait un flux vendeur, si plus personne voulait avoir de la dette d'entreprise, elle pourrait pas être face à ça. Mais elle rassure quand même, elle a une possibilité d'intervention aujourd'hui qui reste quand même très très importante. Et donc elle a tué un peu dans l'œuf, Christian, elle a un peu tué dans l'œuf ce début de, pas de krach obligataire, mais de craquement du marché obligataire, notamment sur le souverain. C'est tout l'objet de la réaction des 24 dernières heures, aussi bien du côté de la Fed, hein, qui injecte du côté des commercial papers, de la RBA, de la Banque centrale d'Australie, hein, ou de la BCE. C'est aujourd'hui, tous les banquiers centraux vont intervenir, ou en tout cas vont faire en sorte de rassurer les marchés pour dire oui, les États vont s'endetter, oui, l'endettement des États va exploser, mais nous, on est là pour financer. Alors, de manière pas forcément directement, hein, c'est pas les États qui vont emprunter directement aux banques centrales, mais ça revient à peu près à ça, vu le message qu'ils envoient aujourd'hui. La réponse du marché obligataire, c'est que oui, ça fonctionne, le bazooka fonctionne. On a vu des taux souverains se détendre, moins 60 points de base sur le 10 ans italien, on est revenu à 1,60. Et sur la dette française, détente de 20 points de base, on est de nouveau à 0,15. Ça marche pour l'instant. Ça marche pour l'instant. Maintenant, le vrai test, ça sera quand on aura les émissions obligataires. D'accord, donc c'est trop tôt pour dire mission accomplie. Voilà, ça sera à ce moment-là qu'on jugera véritablement de l'impact et de la confiance si elle est revenue, si les investisseurs vont aux émissions obligataires des États. Réponse dans les prochains jours et les prochaines heures. La réaction du marché action est un peu décevante. On a eu l'ouverture plus 3% sur le CAC 40. Là où on se parle, on est à 0. Hein. Oui, mais c'est normal. C'est bien, hein, encore une fois, c'est positif, mais vous n'enlevez pas le problème de fond qui est cette crise sanitaire et le blocage de l'économie. Je pense que le marché réagira si on voit que tout ce qui est mis en place actuellement permet de véritablement être efficace et derrière permet de redémarrer. Je vous prends juste la nouvelle ce matin qui était très négative pour les marchés asiatiques, c'est que la Chine réimporte le virus aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine au niveau domestique avait aucun cas supplémentaire, donc ça montre que c'est positif. Les seuls cas qu'ils avaient, c'était des Chinois qui rentraient de l'étranger et qui arrivaient sur le sol chinois. Donc on voit qu'aujourd'hui, cette crise, elle est mondiale parce qu'on ne peut pas régler le problème dans un pays et dire ça y est, c'est réglé et puis on est immunisé par rapport au reste. Donc c'est vraiment mondial, il faut régler ce problème et c'est un problème sanitaire qui n'est pas du ressort finalement des économistes ou des banquiers centraux. Donc ça veut dire, Christian, ça veut dire que malgré la pluie de milliards de dollars des banques centrales, malgré les tombereaux de milliards d'euros des gouvernements et des plans de relance, donc les marchés continuent de baisser. On a comme fait 35% de baisse en 3 semaines. Parce que c'est un problème sanitaire, les marchés sont perdus, sont déboussolés. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes perdu ou pas? Non, parce que finalement, on n'a pas la main sur l'aspect sanitaire. Non, on n'a pas la main là-dessus et c'est très difficile aujourd'hui d'évaluer parce que je vous dirais pas la même chose si la crise est finie dans 15 jours ou si elle perdure encore 2 mois. Donc on a tous à lire les rapports que font les médecins, ce que dit l'OMS, mais honnêtement, on a pour l'instant pas d'idée de savoir même si ces mesures de confinement seront réellement efficaces. Donc on est sur cette incertitude. Et c'est une incertitude, c'est pas un risque. On peut pas mettre une probabilité de réalisation. Là, on est sur une incertitude au sens économique du terme. Donc on est sur cette incertitude qui est là et qui empêche les marchés de rebondir. Et puis face à ça, on a quand même des vrais éléments. Hein. Aujourd'hui, faut voir, c'est que les marchés aujourd'hui, actions notamment, sont des marchés qui sont liquides face à d'autres actifs qui ne sont illiquides. Donc forcément, ils font que refléter finalement les besoins de cash, les besoins de liquidité. Et donc forcément, ils surréagissent forcément face à ça. Je vous prends un exemple. Ce qui a beaucoup soutenu la bourse américaine, c'était les programmes de rachat d'actions des entreprises américaines elles-mêmes. Je vous rappelle, les entreprises américaines étaient les premières à acheter les actions américaines. Et donc là, aujourd'hui, on se doute que tout ce qui est programme de rachat d'actions va être interrompu parce que les entreprises vont vouloir garder leur trésorerie, garder leur liquidité. Donc forcément, c'est un flux acheteur qui a disparu sur les marchés actions. Donc, et ça, je pourrais vous multiplier ça sur beaucoup d'éléments. Donc aujourd'hui, on a des marchés qui font face à une incertitude avec des logiques de flux qui amplifient forcément ces éléments-là parce que les marchés actions sont les derniers marchés sur lesquels c'est liquide. Donc il n'y a aucune raison que la baisse ne se poursuive pas. À vous écouter. Oui, la baisse, à mon avis, peut encore perdurer. En tout cas, on aura, si on a un début de stabilisation. Qu'est-ce qui peut justement stabiliser le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend comme nouvelle pour stabiliser le marché? Alors, ce
Ce qui fera vraiment rebondir le marché, c'est l'aspect sanitaire. Mais si on doit encore attendre 2 mois, on ne va pas imaginer que le marché perd 10% tous les jours pendant 2 mois. Donc, au bout d'un moment, on aura forcément un effet de stabilisation qui sera lié à la valorisation du marché, qui va être véritablement très basse, et peut-être que ça incitera des gens à venir reprendre du risque et se dire, à ce niveau de prix, c'est vraiment très décoté. Mais attention, ça sera un début de stabilisation, mais pas forcément de rebond. Et puis, d'un autre côté, on restera sur des marchés, à mon avis, très volatiles. C'est-à-dire qu'on pourra prendre 5%, reperdre 5%, parce qu'on n'a pas réglé ce problème sanitaire. Donc, pour moi, on peut avoir peut-être, alors c'est difficile à dire, mais on peut avoir un début de stabilisation des marchés sur des niveaux à peu près à l'heure actuelle. Mais encore une fois, je vous dis, il faut être très prudent. Mais n'oubliez pas que derrière, ça ne sera pas un rebond. Il ne faut pas s'attendre à un rebond, à mon avis, à court terme. Et puis derrière, beaucoup de volatilité encore dans les prochaines semaines sur les marchés actions à attendre. Donc, ça reste encore aujourd'hui un marché qui va être la caisse de résonance finalement de toutes les incertitudes que l'on supporte actuellement. On finit là-dessus juste, Christian. Moi, je me rassurais en me disant qu'effectivement, ce qui se passe en Chine, plus aucun nouveau cas de contamination. Et vous avez raison, s'il y a des cas de contamination importés de Chinois qui rentrent de l'étranger, ça veut dire qu'on est reparti pour des confinements. Ça va, pour le coup, là, c'est surtout. C'est-à-dire que l'histoire, on est reparti sur un nouveau chapitre, quoi. Le problème de la Chine aujourd'hui, il est double. C'est d'une part, c'est de risquer de devoir fermer encore ses frontières et laisser surtout pas rentrer les Chinois de l'extérieur. Donc, ce qui est compliqué, ce qui est très compliqué. Et puis, son deuxième problème, c'est que son économie ne redémarrera pas pleinement parce que ses clients étrangers sont pas là. Les Européens et bientôt les Américains, à mon avis, ne sont pas en train de passer des commandes aux Chinois. Et donc, son espoir de rebond rapide de son économie en disant ça y est, on sort du confinement et puis ça va repartir comme si rien n'était, est un peu hypothéqué par cette transmission du virus au reste du monde. Donc le gros problème derrière tout ça, c'est que ça donne quand même l'image que le retour à la normale sera quand même très difficile, et ce qui explique pourquoi je suis quand même pessimiste sur l'idée au niveau de l'économie d'un rebond rapide. Ça, je suis assez pessimiste là-dessus. Et puis au niveau des marchés, à mon avis, ça me fait dire qu'on restera encore sur des marchés encore très volatiles, parce que on va voir que ça va être compliqué de sortir de cette crise sanitaire. Oui, et juste, puisqu'on parle de la Chine, on finit là-dessus, ça redémarre ou pas en Chine? Parce qu'on entend, oui, tout doucement, timidement, tout reprend. C'est vrai ou pas? On a des chiffres qui l'attestent? Voilà, alors ce qui est sûr, c'est qu'on a rebondi assez vite quand on a commencé quand on a eu des mesures qui ont un peu allégé les mesures de confinement. On est très vite remonté. Alors c'est des estimations à la louche, je vous dis pas que c'est pas officiel, c'est sur des instituts privés qui sont sur place, qui estiment qu'on tournerait entre 60-70% des capacités de production. C'est pas mal, non, franchement. C'est déjà pas mal. On a bien redémarré quand même pour certaines. Ce qui trompe pas, c'est le trafic routier qui reprend. Donc c'est un signal quand même. Mais on s'aperçoit que, par exemple, que les centres commerciaux sont encore très peu fréquentés. Il y a quand même une grosse traumatisme de la population qui revient pas en masse dans les magasins pour consommer. Donc je dirais que ça a été facile de revenir à ce niveau-là de production, mais pour regagner les 60 ou 100% du niveau d'avant, là on va peut-être mettre plusieurs mois, parce que encore une fois, la demande étrangère est pas là. Il y a des changements de comportement qui reviennent pas. En tout cas, c'est intéressant ce qui se passe en Chine, parce que ça nous illustre en tout cas, et j'espère quand nous on sortira aussi un peu de ces mesures de confinement, ça nous illustre un peu ce qui risque de se passer dans les autres pays, et surtout ça. Pour moi, ça illustrera quand même que le scénario économique le plus probable, ça sera une reprise un peu en U, c'est-à-dire que vraiment une reprise qui va mettre du temps à redémarrer, et que véritablement on peut espérer effacer, si tout va bien, ce choc, peut-être pas avant l'année prochaine. Donc ça risque de redémarrer tout doucement derrière, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est pas ce que pressent les marchés aujourd'hui quand ils font quasiment moins 35 ou moins 40%, c'est pas ça qui presse comme scénario les marchés? C'est difficile aujourd'hui de savoir. On peut pas dire aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous prendre ce que prévoient les marchés, mais je vais juste vous dire ce qu'anticipent aujourd'hui les analystes au niveau des résultats d'entreprise. Si vous regardez aujourd'hui les attentes sur 2020, les analystes nous disent qu'on est sur une baisse de 6,5% des résultats des entreprises. Je vous rappelle juste à titre de comparaison, lorsqu'on avait eu la crise asiatique, c'était moins 20%, et lorsqu'on avait eu la crise des souverains, c'était moins 10%. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que dans les anticipations des analystes, on ait intégré véritablement pas du tout. Christian, 2008, vu ce que vous me dites, pas du tout. Voilà. Le compte n'y est pas. Donc aujourd'hui, si je vous dis que le PER, c'est earnings sur prix, ce ratio de PER est à 10,6, il est déjà pas
pas très faible, hein, parce que je vous rappelle que lors de la crise de 2008, on était tombé sur un PER à 5, donc on peut pas dire que le marché est très décoté. Puis en plus, les résultats des entreprises, pour moi, vont être encore révisés à la baisse. Donc on peut pas dire aujourd'hui, il reste encore de la marge à la baisse sur le marché si vous êtes dans un scénario encore beaucoup plus noir que ce qui est aujourd'hui attendu par les analystes. Donc je peux pas vous dire aujourd'hui que le marché est complètement bon marché. La seule différence qu'on a par rapport à 2008 et qui est important, c'est qu'on a quand même ces actions des banquiers centraux qui laissent espérer, des banquiers centraux et des budgétaires qui laissent espérer quand même un scénario en V, hein, ce qu'on n'avait pas en 2008. En 2008, rappelez-vous, c'était la fin du monde et on s'en remettrait jamais. Là, il y a quand même des actions qui ont été rapides et fortes parce qu'on a appris de 2008 qui laissent espérer ce rebond. Donc, il peut espérer que la dégradation des résultats soit pas si forte sur l'ensemble de l'année et qu'on ait un peu cet effet rebond. On verra. Hein. Encore une fois, je suis très prudent sur ce sujet-là. Et puis, l'autre élément qui change beaucoup par rapport à 2008, c'est qu'on est sur des niveaux de taux d'intérêt tellement bas que ça poussera quand même les agents économiques à dire on va peut-être pas redescendre sur des niveaux de valorisation qu'on a connus en 2008 parce que finalement on n'a pas d'autre choix d'investissement et qu'au bout d'un moment on va dire même les actions sont pas chères. Donc je pense ce qui n'est pas le cas, attendez, on finit là-dessus, c'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez dit, hein, les indices boursiers ne sont pas bon marché aujourd'hui. Je peux pas vous dire qu'aujourd'hui on est à la casse. C'est-à-dire que je vous dis pas qu'on est cher, puisque un PE moyen de long terme c'est 13, là on est à 10, donc on est quand même un petit peu en dessous, mais on était vraiment, si je vous disais on serait à la casse, c'est si on avait un PE à 6 ou 7, là c'est pas le cas. Donc je peux pas vous dire qu'aujourd'hui qu'on a complètement bradé la bourse, donc ce qui explique qu'on est encore sur des marchés qui resteront assez volatiles à mon avis. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas, merci de ces explications signées Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Merci beaucoup, bye.